Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. N'hésitez pas à me le Bonjour dire Florian. dans le chat. Bonjour Pierre et bonjour Alric. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième bento qui sera dédié à un retour d'expérience Shoari dans le milieu de l'aéronautique. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je suis Florian Desrousseaux, je suis chargé de marketing. Je vais animer le début de ce webinaire. Donc pour les connecter sur votre droite, vous avez un petit panneau, vous pouvez utiliser un chat pour discuter entre vous. Vous avez également un onglet questions, donc je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser cet onglet. Et je vais aussi ajouter un rôti à à la fin des interventions pour avoir votre avis. Concernant le déroulé de ce webinaire, donc on prévoit environ 30 minutes d'intervention avec nos deux speakers et on se garde 10 minutes pour répondre à vos questions à la fin. Alors les Agiles Bento, pour ceux qui découvrent qu'est-ce que c'est, donc c'est 3 rendez-vous 100% agiles qui ont lieu le midi, donc entre midi et 13h. Donc la semaine dernière, on a eu un bento sur Scrum. Cette semaine, on va bien sûr parler de Chouari. Et dans 2 semaines, on fera un petit break la semaine prochaine. Donc, dans 2 semaines, on fera une mise au point du rôle du Scrum Master après 20 ans d'existence. Quelques mots sur Ipon qui organise ce webinaire. Donc, Ipon, c'est un cabinet de conseil international et indépendant. Donc, aujourd'hui, Ipon, c'est 500 collaborateurs qui travaillent dans 4 continents. Donc, on est bien sûr présent en Europe, en France. On est présent aux États-Unis, en Australie et en Russie. Donc, on vise une forte croissance organique puisqu'on souhaiterait embaucher notre millième collaborateur d'ici 2024. Donc, concernant nos deux intervenants ce midi, donc Pierre et Adri qui travaillent tous les deux en tant qu'agis chez Ipon. Et là, je vais leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter et commencer présenter le sujet. Puis moi, je vous retrouverai à la toute fin pour clôturer le webinaire. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Merci Florian. Hop, je repartage pour tout le monde. Tac. Et voilà. Et normalement, on est bon. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Alric, tu commences? Ça marche. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aldric Kléber. Je suis coach en entreprise. Je travaille dans le domaine de l'agilité, du lean management depuis une grosse décennie, on va dire. Et donc, je suis avec toi, Pierre, pour qu'on puisse parler justement du Chouari. Qu'est-ce que c'est et puis surtout dans le cas de ton Rex, qui est vraiment intéressant. Chouette. On va enfin pouvoir parler d'avion de nouveau, ça me manquait. C'est ça. Du coup, moi, c'est Pierre Bernard et effectivement, Scrum Master et j'officie dans tout ce qui est domaine de l'agilité. Bon, tout le reste, on s'en fiche. Maintenant, ce que je voulais, c'est certainement le spectacle et l'explication du Rex. Tac. Alors du coup, on va faire effectivement une présentation, on va faire les différentes étapes, vous allez voir. On va parler du Chouari, qu'est-ce que c'est. Vis-à-vis de mon Rex que je vais présenter, on va faire un retour d'expérience vis-à-vis de cette expérience Chouari. Et puis après, derrière, on prendra le temps aussi des questions-réponses. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Alors avant de commencer, je vais vous parler un petit peu du contexte, si vous voulez bien, parce que voilà, faut expliquer un petit peu la base. L'idée étant qu'en fait, donc c'était dans le domaine du militaire, de l'armée, pour les aéronefs. Un rapport a été donné dans les années 2017 à peu près, dans ces eaux-là, où justement il était fait état que en France, une aéronef sur deux était capable de voler. Donc globalement, voilà, il y avait sur la flotte, on avait finalement assez peu. Et c'était assez disparate. Certains avions, il y avait quasiment, c'était même du 1 pour 4 qui était capable de voler. Et donc, ça coûte une blinde à maintenir et à essayer de garder. Donc, c'est du stockage, c'est plein de choses. Donc, c'est une problématique. Le plus drôle en ça aussi, c'est que si je prends donc le contexte militaire, on va dire, on va prendre un Rafale. Un Rafale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule version. Il y en a plein. Dans l'armée, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée de mer. Mais chacun a son propre avion, et même plusieurs versions, on va dire. Et une des grosses problématiques qu'ils ont, c'est que effectivement, cette petite blague, ceci n'est pas un écrou de 12, c'est qu'effectivement, c'était vraiment le cas. Ce qui se passait, c'est que l'armée avait un référentiel sur un Rafale, qui restait un avion qui avait globalement, malgré tout, quand même des caractéristiques assez communes, quand même s'il y avait des versions différentes. C'est que un écrou peut être pour l'un 5 inches, pour l'autre défini avec 12 cm, et l'autre blouge. Je pense que vous connaissez tous la couleur blouge. Il y en a certains, c'était ça.
Et donc, c'est très difficile d'avoir un référentiel commun, surtout pour pouvoir les réparer et s'échanger les pièces. Voilà. Donc ça, c'était la problématique. Donc, c'est d'avoir un référentiel commun. Donc, l'objectif, la vision du produit, c'était d'avoir un référentiel qui permettait à toutes les armées d'échanger les pièces, de voir qu'est-ce qui était interchangeable et tout ça. L'idée aussi, l'enjeu qui était quand même derrière, c'était aussi de faire un nouveau produit sur les cendres déjà d'un premier échec, on va dire, d'un autre produit, ou en tout cas d'un produit qui ne fonctionnait pas, qui répondait pas aux besoins. Et derrière, en fait, d'utiliser justement une nouvelle manière de travailler qui n'était pas forcément habituelle, c'était l'agilité. Donc c'était aussi quelque chose qui n'était pas forcément évident. Voilà, contexte militaire, contexte grosse ESN, c'est pas forcément évident. Maintenant, je vais rentrer vraiment maintenant qu'on a un peu le contexte, je vais rentrer un petit peu plus dans ces fameuses étapes. Le CHU, on apprend les fondamentaux. Ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé en fanfare, clairement. On y va, c'est parti. Sauf que ce qui se retrouve, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pratiquement 6 mois d'écriture de spec qui a fait des effets de bord jusqu'à presque 1 an après. Donc ça a posé déjà des petites problématiques, hein, les fameuses specs en fichier Excel. Il y avait 3 PO qui avaient été identifiés, mais 3 PO dans le sens PO. Donc clairement, il y avait une petite guéguerre qui décide, hein, finalement, c'est toute problématique. Il n'y avait pas de Scrum Master, il n'y avait pas de coach. L'équipe était jeune et assez inexpérimentée, on va dire, dans le domaine de l'agilité. Donc un début un peu difficile. Ce qui s'est passé, c'est que là, on est vraiment rentré dans les fondamentaux. Un coach et un agiliste est arrivé avec un Scrum Master. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est Scrum Less. Puisqu'on était sur une équipe de 20 personnes environ, déjà à l'époque, quasiment. Et du coup, cette équipe-là, elle s'est construite autour de Less, Scrum, avec un PO unique, un Scrum Master pour les 2 équipes. Et à cette époque-là, c'était un choix qui avait été fait, c'est d'écarter un petit peu tous les directeurs de projet, les chefs de projet, pour les mettre un petit peu à part. C'était un choix. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça avait été le choix à l'époque. Je suis arrivé à peu près à cette période-là. Je suis arrivé un tout petit peu avant, vers la fin, on va dire que je pourrais dire cette étape, au milieu de cette étape-là, en remplaçant du Scrum Master qui était sur l'équipe. Et là, on va passer au A. Le A, c'est les phases où on va dire on trouve des exceptions à la sagesse traditionnelle. On va commencer à trouver des nouvelles approches. On va tordre les règles. Même si on avait des règles de base, on les respectait. C'est-à-dire que par exemple, une équipe Scrum a dit qu'on doit être environ 9 à 10, une équipe de dev. En fait, on se rend compte qu'à un moment, des fois, il y a des limites. On respectait les règles, on était clairement dans les règles, mais on arrivait à des limites. On commençait à avoir des speak techniques qui étaient un peu pénibles. Il y avait des petits feedbacks qui étaient mauvais. On avait des mêlées qui étaient pas suffisamment efficaces, qui étaient aussi longues. Les rétros qui devenaient aussi, on n'arrivait plus à tenir les timebox. Donc, ça commençait, même si on restait dans les canons, on avait des problèmes. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à réfléchir en fait à tordre les règles de base. C'est-à-dire qu'avant, on avait une règle, on était dans les règles des bonnes équipes de 2, donc c'était OK. Mais on s'est dit, on peut aller plus loin. Et là, on a commencé à réfléchir, on a utilisé le Meddler, du management 3.0, pardon. Et on s'est dit, on a testé quelque chose, et avec le Meddlers, on a fait émerger, en fait, finalement, on pouvait passer à 3 équipes, avec la même équipe, même composition, même équipe. Et ça nous a permis, en fait, grosso modo, de passer d'une vélocité grosso modo, on va dire, allez, j'ai plus les chiffres exacts en tête, hein, mais vous allez m'excuser, mais 60 points, et on est passé quasiment à 160 en regardant même organisation, même équipe, simplement en splittant, en faisant des plus petites équipes, rien qu'avec ça. Donc ça a été un énorme gain, et finalement, en tendant les règles qui étaient de base 9, is OK, nous on est passé à 6, et ça passait quand même. On a aussi commencé à rajouter en fait des équipes transverses parce qu'on se rendait compte qu'effectivement il y avait des gens qui étaient sur tout ce monde-là devait travailler autour de la CI/CD, mais comment on faisait on n'avait pas forcément le nombre de personnes suffisant pour pouvoir dire qu'on avait une personne DevOps qu'on qualifiait DevOps dans chacune des équipes. Donc du coup, comment on fait pour partager ces personnes-là? Donc elles étaient un petit peu transverses sur chacune des équipes, donc c'était pas forcément évident des fois de les identifier sur une itération où elles se retrouvaient par exemple. On a créé aussi des nouveaux points de synchronisation parce que des fois, Less a des bons principes. Il y a des outils de synchronisation, le Scrum de Scrum, tout ça. Mais voilà, on avait besoin aussi de certaines autres, des nouveaux formalismes qu'on voulait, des nouvelles règles qu'on voulait se créer. Et enfin, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, on avait écarté les chefs à ce moment-là. On avait retrouvé, on va dire, une certaine stabilité avec nos fondamentaux. Là, on pouvait commencer à reprendre des règles inhabituelles, on va dire. Et donc, on avait remis les chefs entre guillemets, dans nos instances d'overall de rétrospective. Donc la rétrospective qui est la finale où on regroupe un petit peu des ambassadeurs de chacune des équipes. Je vous renverrai à la vidéo sur ce que j'avais fait justement sur Less.
Donc, on regardait les canons, on avait appris nos fondamentaux, on a commencé à tordre les règles, et ensuite, après, on est passé sur un nouveau mode de fonctionnement qui était plutôt, du coup, on transgresse les règles, on s'abstrait tout de ça. Et en fait, c'est venu d'une réflexion assez simple. C'était un moment, on était organisé en feature team. Un moment, certains ont commencé à dire, mais oui, mais la feature team dès là-bas, elle fait un sujet que j'aime bien, mais j'aimerais bien travailler aussi sur ce sujet-là, mais on va pas s'amuser à aussi casser les fondamentaux, qui est, on essaie d'avoir des gens qui sont organisés dans leur domaine, enfin voilà, ces petites équipes qui sont solidaires, on s'amuse pas à les bouger sans arrêt. Et donc du coup, en fait, de cette réflexion-là, de cette remarque-là, on a commencé à se poser des questions. Pareil, on avait 3 rétrospectives, une overall, donc 4 rétrospectives le samedi, clairement. À la fin, moi j'étais en PLS le vendredi. Donc c'est pareil, comment on fait aussi pour éviter de moi finir sur les rotules à chaque fin d'itération? On peut rajouter un SCRM, ça peut être la raison. Mais il y a quelque chose quand même, ça devenait assez fatigant quand même le vendredi, c'était assez condensé, review, rétro, voilà. Et donc en fait, on est arrivé à une sorte de nouvelle organisation qu'on a nommée, nous, tout simplement, les micro-teams. Les micro-teams, en gros, c'était simple. C'était on se posait plus la question de feature team. On se disait, voilà, il y a des gens, une équipe entière, toute l'équipe qui est là et qui va travailler pour l'itération. Voilà. Et après, on s'organisera comme on veut pour pouvoir gérer les US. Ça nous a apporté énormément de nouvelles questions, mais grâce à tous les fondamentaux qu'on avait appris du CHU au A et au RI, enfin cette étape-là, on va dire, qu'on pourrait taguer, du coup, on a réussi à répondre à la question comment on fait notre sprint planning découpage en tâches. On reprenait les bases, tout simplement. Pourquoi on fait cette itération et du coup, en fait, on se calait sur une capacité globale de l'équipe, et puis on prenait toute la liste, puis à un moment, on disait stop. Voilà. Comment on fait notre découpage? En fait, c'était simple. On mettait 3 tables dans l'open space. Les gens venaient autour des US, on piochait dedans, et puis en fait, finalement, au fur et à mesure, les gens se faisaient confiance, et on n'avait plus besoin, en fait, finalement, d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'on avait tous appris ensemble. On commençait à connaître un petit peu le niveau de découpage qui était bien pour tout le monde. Les rétrospectives, on a commencé à créer nos propres systèmes de rétrospectives. Alors à l'époque, on connaissait pas les Liberty Structures, mais typiquement, on a créé des rétrospectives pour faire à 20. On faisait des plus petits groupes, on s'organisait dedans. Les mêlées, pareil, comme on fait, parce que du coup, là, à 20, 45 secondes par personne, clairement, c'est pas possible. Là, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait utilisé le principe des ambassadeurs. On reprenait nos ambassadeurs, un ambassadeur de chaque micro-team qui venait présenter. Et comment on suivait l'engagement? C'est ce que vous voyez à droite, là, c'est l'image. C'est tout simplement, voilà l'image de comment c'est organisé. C'est nos micro-teams. Elles se construisent, elles se déconstruisent en fonction du besoin. Et puis, les gens, en fait, interviennent en fonction de ce qu'il y a. Donc ça, c'était vraiment notre organisation. Et c'est comme ça qu'on a créé notre transformation, quoi. Alors maintenant, on va rentrer finalement, on a parlé du CHU. Maintenant, on va reparler du A. Et je vais laisser la parole à Aldric. Alors tout d'abord, merci Pierre pour tout ça, parce qu'on voit bien finalement l'évolution en 3 étapes où on peut se poser des questions, comment donner finalement le bon sens. On peut avoir des incertitudes, des doutes, mais est-ce qu'on a bien fait de casser certains fondamentaux? Mais ça, c'est normal. Et quand on suit le Chouari, ce n'est pas juste un cadre pour s'exercer, mais c'est aussi pour donner finalement de la compréhension. Et vu que là, tu as commencé à t'en servir pour finalement donner un éclairage sur ton retour d'expérience, je te propose qu'on continue cette exploration. Et je te propose d'aborder 3 thèmes. Et puis sur chaque thème, on va faire des questions en mode Chouari, avec une question en chou, une question en A, une question en riz, et on va voir comment ça va nous aider, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut encore retirer finalement de ton expérience et d'enseignement du monde merveilleux de l'aéronautique. Alors, première question, au regard de ton expérience, quelles compétences penses-tu avoir besoin de développer? Tu as fait ton vécu, quel regard tu en portes maintenant par rapport à ça? Alors, sur ce vécu-là, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est même a posteriori, en fait, c'est la notion du jugement. En fait, on est humain, à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive, voilà, on est fatigué, tout ça, on porte un certain jugement, quoi qu'il arrive. On juger l'habit du moine, quoi, comme toujours. Et c'est cette phase-là où, en fait, effectivement, il faut réussir à se retenir, et c'est pas forcément évident. Et clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, à mon sens, est à travailler, parce que c'est difficile quand on commence à être fatigué ou qu'on voit des gens qui font pas l'effort et qu'on a envie de les pousser ou d'aller dans un sens ou de les rentrer dans le rang avec tout le monde pour continuer à travailler. C'est difficile. Ouais, puis il y a peut-être la posture du sauveur qui doit un peu pousser à la faute, quelque part, quand on arrive sur un nouveau contexte. Ouais. Aussi. Effectivement. Et
Qu'est-ce que tu penserais devoir perfectionner désormais? Alors, pour moi, dans toute cette expérience qu'on a pu voir là, ici, encore une fois, c'est cette boîte à outils, en fait. Une boîte à outils qui te permet d'aller piocher partout les petits éléments qui vont te permettre effectivement de réduire au maximum, ou en tout cas d'aller le plus vite possible à ce shuari et d'arriver à cette expérience du riz, quoi. D'accord. Et donc, justement, on parle du riz, histoire de te décomplexer, de te libérer de toute entrave, de toute croyance. Est-ce qu'il n'y a pas une compétence que tu devrais abandonner? Alors, oui, oui et non en fait, mais celle qui est souvent qu'on cherche pour effectivement arriver à ces étapes-là, de ces étapes de transformation, tout ça, c'est on essaie toujours de think out of the box, on essaie toujours d'aller hors des sentiers battus. Et du coup, c'est forcément, au bout d'un moment, ça devient un peu cette forme de perfectionnisme et de titillement sans arrêt. Au bout d'un moment, ça peut devenir un peu gênant pour les autres, et des fois, il faut laisser faire les choses et laisser le temps. Et des fois, on veut aller trop vite à ces étapes-là. Donc c'est pas aller trop vite, trop loin et pas vouloir trop perfectionner les choses. C'est pour moi aussi des choses qu'il faut renoncer des fois. Savoir renoncer en tout cas. Ouais. Au Donc bon là, moment. ça donne pas mal de pistes, effectivement, pour comment être agile, incarner cette agilité. Et si on se focalise non plus sur toi, mais sur la mission, sur finalement, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Si tu pouvais revenir en arrière, tu remontes dans le temps, qu'est-ce que tu aimerais faire différemment? Alors, j'avais parlé au tout début des 3 PO. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et du PO en fait après unique, mais ce PO était quelqu'un de l'entreprise, de l'ESN avec qui on travaillait. Et du coup, forcément, il y a des biais qui se créent. Et pour moi, s'il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer, c'est vraiment le principe de base qu'on n'avait pas pu respecter, c'était le client sur site. Et ça, pour moi, voilà, c'est si je pouvais faire différemment, le client sur site, avec des systèmes de roulement peut-être, parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident pour eux d'être PO quand on est militaire et dans l'armée. Mais du coup, voilà, un système de roulement, je pense que ça serait quelque chose que je changerais. En tout D'accord. cas, faire du enfin, Et dans les choses qui étaient déjà bien, mais qu'il faudrait mieux faire? Alors, la grande particularité, effectivement, aujourd'hui, c'est que mieux faire, c'était toute cette étape de transition qu'on a faite avec toutes ces personnes a fait que on avait créé en fait une équipe qui était super performante, mais du coup, les gens qui venaient sur le onboarding et le offboarding étaient très difficiles. Onboarding parce que les gens arrivaient sur quelque chose qu'ils trouvaient plus de repères parce on avait créé notre univers. Donc ça, c'est très difficile à emmener ces gens-là qui ont pas forcément les mêmes repères. Et le offboarding parce que les gens voulaient plus sortir en fait. Ils étaient dans un cocon, dans un univers, et au bout d'un moment, il y a des fois aussi, le risque, c'est aussi déjà transgresser les règles, donc sors de ton univers, et ça, les gens ne voulaient plus finalement, ils étaient dans leur cocon. Ça, c'est difficile. Et une chose qui est difficile à faire, chaque mission impose un cadre. Qu'est-ce que tu aurais aimé remettre en cause dans ce cadre? Alors, pour moi, c'est clairement ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, le PO, clairement, c'est la pierre angulaire de tout le produit, j'ai envie de dire, presque le Scrum Master, on pourrait presque l'oublier si je veux être vulgaire. Mais le PO, c'est fondamental. Et là, du coup, tout ça, ça fait que c'est super important ce profil-là. Et il faut pas qu'il soit le différent du client, même si on sait que c'est difficile. Mais clairement, faut trouver un juste milieu et faut vraiment la bonne personne. Pour moi, ça et potentiellement des fois le remettre en cause. C'est de dire, écoute, ça fit pas, quoi. Ça va pas fitter. Tiens, là, je vois une petite question. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors là, on est en improvisation. Il y a des questions. On en profite. On prend. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui aurait dû fonctionner mais qui n'a pas fonctionné? Ah, bonne question. Qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Oui, j'ai envie de dire, à un moment ou un autre, on était bloqué quand même par un système de contrat et par le fait qu'en fait, on n'avait pas une relation forte, que le PO était pas client et que on avait une forme de contractuel qui était, on travaillait des organismes de l'État, donc ils ont toujours les mécanismes de contrat qui étaient sur des fiches d'expression de besoin sur 3 mois à peu près, voire un peu plus. Donc complètement en dehors d'une itération, on allait très vite des fois, et ça changeait des fois du tout au tout, et du coup de retomber sur nos pattes, de respecter les engagements qui étaient pris finalement contractuellement, et même eux par rapport à sa hiérarchie, parce que c'est légal en fait, on présente devant le Conseil des ministres, le budget, c'est pas sur un coin de table, on est copains, puis on se fait une US, et ça c'est très très difficile, et ça fonctionnait. On a essayé de commencer à inclure un petit peu ces concepts-là, mais c'était quand même très difficile de sortir de ce cadre et on n'a jamais réussi vraiment à aller plus loin que ce que c'était là.
Donc ça marchait pas très très bien de ce côté-là en fait. C'était là que le contrat nous crispait, on va dire tous. Ouais, il y a toujours des limites à gérer. Et là, pour le coup, je te propose justement de finir sur la partie la plus délicate, sur finalement comment sortir de des limites en général et même de ses propres limites. Et limite, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet des valeurs. Je trouve que c'est important. On se base sur beaucoup de valeurs personnelles ou sur des valeurs méthodologiques. Hein. Le manifeste agile a ses valeurs aussi. Ouais. Quelle valeur a été pour toi difficile d'appliquer dans cette mission? Alors, il y a une valeur qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est alors je vais y revenir après, mais d'abord en fait, il y a une fable que j'aime beaucoup citer, c'est la fable de l'oiseau, de la vache et du coyote. Alors pour ceux qui connaissent le film Mon nom c'est personne, ça va forcément vous parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, vous aurez la vidéo à la fin qu'on va remettre. Et bon, je vais spoiler la fable, hein, mais c'est grosso modo c'est cette frontière entre donc la réponse à la fable, c'est je te mets dans la merde. C'est peut-être pas forcément pour ton malheur, et si je t'en sors, c'est peut-être pas forcément pour ton bonheur. En fait, ce qu'elle veut dire derrière, c'est que des fois, on va pousser des concepts, des choses, des gens dans des endroits qu'ils n'ont pas envie d'aller potentiellement, ou qui disent pas qu'ils ont envie d'aller. Et pour moi, et on sait que c'est le bien, c'est pour le bien commun, c'est pour le système, c'est pour l'ensemble. Et pour moi, il y a c'est cette frontière-là de à un moment, je te mets dans une position, c'est peut-être pas forcément agréable. Je me souviens encore, on avait filmé le PO pour l'habituer à parler en public. Ça l'avait pas forcément mis à l'aise, c'était pas forcément agréable, mais ça l'a permis de se libérer. Et en même temps, pour moi, aujourd'hui, c'est aussi une forme d'irrespect parce que je l'ai poussé à faire quelque chose qui était peut-être pas forcément naturel. Et est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Est-ce que c'est cette forme de respect et cette valeur de respect qui est fondamentale dans Scrum et dans la vie, hein, en général. Hein, je vais pas dire, mais c'est difficile en fait. C'est difficile de trouver la frontière où à un moment on commence à être vraiment dans l'irrespect un petit peu de la personne. Ouais, c'est pas simple. Ouais. Et pour le coup, une valeur qui est importante, sur laquelle tu penses qu'il faut continuer à s'appuyer, mais qu'il faut l'amener plus loin, la perfectionner? Je vais revenir en fait à mon concept du PO client, cette relation-là. La valeur de Scrum, une des valeurs de Scrum entre autres aussi, c'est openness que j'aime beaucoup, et c'est être tout le monde ouvert au changement. Et quand on n'a pas, on est encore un peu une relation contractuelle. Quoi qu'il arrive, on a un PO qui est pas assez ouvert, même si c'est un client et qui est pas assez ouvert avec l'équipe à comprendre les enjeux techniques, fonctionnels et autres. En fait, on a cette openness, elle n'est pas vraiment ouverte complètement. Et ça casse énormément de choses. Et moi, je vois en tout cas ça casse une créativité parce qu'au bout d'un moment, on fait, je vais pas m'engager plus que ça parce que de toute façon, tu vas me revenir dessus, tu vas pas être d'accord. Et dès que je vais te proposer des choses, tu vas pas en vouloir. Donc, parce que c'était pas dans le contrat. Donc ça, c'est cette force de Scrum entre autres, d'être capable de changer, de créer et de l'agilité en fait, de ce flow quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a une valeur quelque part, il faudrait y renoncer parce que finalement, c'est un frein. C'est quelque chose sur lequel tu as pu t'appuyer dans ton expérience, mais que là, finalement, avec cette mission, tu te dis, ce serait peut-être bien que désormais, j'arrête de m'appuyer dessus, quoi. Alors, arrêter complètement, je sais pas. En tout cas, y aller la revoir ou en tout cas avoir un regard assez critique dessus. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est la forme d'hédonisme qu'on a dans l'agilité ou de bienveillance qu'on entend partout aujourd'hui, dans à peu près partout. Et en fait, ça crée cette forme de protection pour les gens qui est très bonne, hein, parce qu'effectivement, il faut protéger les humains et éviter peut-être effectivement les embûches et les aider. Mais au bout d'un moment, des fois, on tombe déjà dans la surprotection. Et en fait, je me souviens encore d'une phrase où on m'avait envoyé un texto, je m'étais absenté pendant 2 jours pour donner une formation. Et direct, l'équipe avait dit tu nous manques, dès que tu n'es plus là, ça y est, c'est le bordel. Alors oui, effectivement, j'ai peut-être pas réussi à faire mon travail parce qu'il fallait qu'il soit autonome, mais en même temps, il y avait une forme de j'étais là pour accompagner cette bienveillance-là et ils avaient l'impression de l'avoir perdu. Et en fait, tout autour de ça, il y a aussi cette espèce de forme de bienveillance, je dirais bullshit, où oui, effectivement, on met un super cadre, tout est bien, l'instant reward, il faut absolument le monde des bisounours, mais en fait, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que complètement ça. Scrum l'aide effectivement à éviter que les gens se brûlent, mais à un moment, il faut aussi des fois apprendre à se brûler. Et donc, du coup, c'est une des valeurs qui est très importante, je trouve qu'il faut garder en tête, comme malgré tout, c'est aussi le courage des fois de sortir de cette zone de confort et de se forcer et de se faire mal, tant pis.
dans la limite, et tout ça, encore une fois, du respect des gens, mais aussi, des fois, c'est inévitable. Et donc, cette forme de bienveillance bisounours crémeuse et tout ça, des fois, ouais, allez, on avance. On sait que c'est pas évident. La vie, c'est dur. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit que souvent le consentement est mieux que le consensus. Côté bisounours, ça peut faire beaucoup de dégâts. Oui. Bon, mais c'est intéressant. Déjà, avec du Chouari, on a pas mal discuté. Et là, on l'a poussé plus loin. Mais finalement, si on fait du Chouari jusqu'au bout, et troisième étape, arrêtons de faire du Chouari et faisons en sorte que le Chouari ne soit plus une limite pour nous, un frein. On aurait pu essayer d'explorer aussi cette mission par d'autres moyens. Donc là, on a vu le Chouari. Super. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Le solution focus. C'est-à-dire que, OK, par rapport à l'état, qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qu'on peut amener plus loin? Déjà, toi, rapidement, comme ça, qu'est-ce qui était vraiment intéressant et qu'est-ce qui aurait pu être fait pour faire un cran plus? Alors, on l'a déjà en partie, je pense, répondu, mais pour illustrer finalement le propos du solution focus. Là, on pourrait illustrer encore plus cette phase de transition, effectivement, des micro-teams. C'était vraiment l'extra qu'on avait réussi à créer. Et là, on pourrait trouver comment on pouvait l'amener différemment, mieux. Je pense que là, on pourrait vraiment trouver une solution parce que c'est émergé comme ça et clairement d'un coup d'une rétro qu'on avait faite et d'une discussion. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu vraiment plus conceptualiser les choses et avoir une vraie… Voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Une chronologie qui est très intéressante et qui peut être utile, mais quand on vit finalement la mission, car là on a un côté, on le fait après coup, a posteriori, le modèle de Tuckman. Se dire, mais où est-ce que j'en suis dans ce modèle de Tuckman vis-à-vis de l'équipe? Est-ce que c'est en train de se former? Est-ce que là, il y a les premières tensions qui sont en train de se faire? Est-ce que ça se régularise? Déjà, est-ce que toi, tu as ressenti ce cycle de Tuckman avec tes équipes? Oui, effectivement, là, on l'a expliqué sur la vie en Shuari, mais on aurait très bien pu faire aussi du Tuckman dans cette vie d'équipe, parce qu'en fait, elle s'est formée, elle s'est construite, elle s'est normée, elle a performé. Mais en fait, dans chacune des étapes que j'ai citées de nos étapes de vie jusqu'au micro-team, en fait, on avait aussi un petit modèle de Tuckman à chaque fois. Et c'est peut-être ça qu'en fait, finalement, qu'on pourrait regarder, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous a emmené à basculer où on était performant, parce qu'on aurait très bien pu rester au niveau du CHU et se dire on est performant, mais qui nous a emmené à un moment à dégringoler, entre guillemets dégringoler, tout restormer, tout rechanger et basculer sur un nouveau truc. Alors après, bon, je vais juste les citer parce que bon, sinon ça va durer longtemps. Tout ce qui est TDD refacto dans l'extreme programming, on peut le réappliquer aussi en grille de lecture, sur le côté protection, isolation et finalement comment faire en sorte qu'on protège les personnes tout en gérant le changement et les variabilités. Le waterfall, souvent on se met en opposition avec l'agilité, mais il y a plein de cas où finalement changer son organisation au travers du waterfall. Il y a des contextes où le waterfall est très intéressant. Est-ce que finalement les limites de ce que l'on connaît, est-ce qu'on peut l'avoir par le waterfall? Et puis on peut en faire plein d'autres. On peut faire vraiment un festival de grilles de lecture. Et il ne faut pas hésiter finalement à avoir ces clés de lecture à la fois pour gérer l'émission, mais même après coup, là pour ton retour d'expérience, Pierre, moi j'ai trouvé super que tu aies choisi de parler du Chouari. Parce que bon, on aurait parlé juste avion, c'était intéressant, mais enfin grâce à toi, moi j'ai appris plein de trucs intéressants et je pense qu'on a tous pu grandir là-dessus, quoi. Donc pour conclure, est-ce que tu veux conclure, Pierre? Je peux commencer. Donc déjà, cette phase d'apprentissage, moi, si je veux conclure sur le Shuari vraiment basique, enfin vraiment ce prisme-là, toute cette phase de transformation, je pense à mon Rex sur les micro-teams. Cette phase aujourd'hui, par exemple, typiquement, ce que je peux vous le dire, c'est que j'ai jamais réussi à le réimplémenter parce que ça se prête pas, c'est pas forcément évident. Donc il n'y a pas Scrum est un cadre le plus léger, mais on a créé d'autres cadres, il y a Safe par exemple, enfin bref, il y en a plein d'autres cadres, et c'est pas forcément toujours évident de réappliquer ces modèles-là. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que il faut repartir à des fondamentaux, il faut appliquer les règles bêtement, clairement bêtement. Safe en a une, souvent on se dit qu'il y a des fois des échecs aussi de là, mais peut-être qu'on n'a pas appliqué bêtement les règles qui étaient pourtant certainement bonnes à la base. Scrum en est une aussi, combien de fois c'est pas forcément appliqué, et on se rend compte qu'une fois que c'est fait, on peut avancer. Mais
jamais je me dirais que mon expérience rig où je suis allé avec une équipe va fonctionner et je vais redémarrer tout de suite comme ça. Ça, c'est clairement. Donc, cette transition, elle est super, super importante et il faut vraiment pas l'oublier. Ça, c'est vraiment quelque chose que si j'ai quelque chose à partager sur ça, au-delà de mon expérience, c'est ça. C'est pas grave, revenez aux fondamentaux, commencez et step by step, vous irez à votre riz et peut-être que ça ira plus vite la prochaine fois et peut-être que vous aurez moins de biais sur vos erreurs. Et j'ai trouvé ça très bien que tu utilises le Chouari, hein, ce que je disais tout à l'heure pour ton Rex. Effectivement, c'est très important au niveau des Rex en général. Parfois, on a le récit, mais il manque le cadre qui permet d'analyser, d'approfondir. Donc, merci beaucoup d'avoir parlé de ça. Et comme vous avez pu le remarquer, finalement, toute cette présentation s'est faite en Chouari. Et ça suit aussi cette logique-là. Donc, on peut vraiment tordre quelque part les concepts et s'en servir pour structurer tout ce qu'on a besoin de structurer. Le Chouari, c'est un super outil. On ne pourra jamais vous encourager assez de l'utiliser. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que le Chouari encourage aussi à ne pas se limiter à lui-même. Et donc, de toute façon, on n'est jamais coincé, quoi. Donc voilà pour un peu les idées qu'on voulait partager avec vous. Alors à la fin, voilà, un petit peu de bibliographie qui a un peu inspiré finalement nos réflexions avec les fameuses vidéos. Alors, il y a quelques questions. Alors d'abord, j'ai vu une question dans le chat. C'était à propos du PO. Alors, voilà, qui portait la vision du produit? Est-ce que c'était le PO dans le cadre de ta mission, Pierre? Alors c'est là c'était tout le jeu en fait. C'était un peu tripartite, on va dire. C'était un triptyque entre donc le PO qui gérait vraiment la partie opérationnelle produit et du coup qui devait forcément faire un peu de choix. L'engagement manager, donc le chef de projet, le directeur de projet, qui lui aussi faisait tout ce qui était partie contractualisation avec le client. Et donc le capitaine et colonel qui était en face, qui était aussi une forme de PO, mais PO déporté. Enfin, ou alors on pourrait dire que notre PO c'était un proxy PO et en face c'était un PO, mais en même temps il n'était pas vraiment dans les équipes. Bon, voilà, c'est là que malgré tout notre PO lui portait la vision. Et ce qui était, si je peux citer une fois, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai parlé de la vision. La vision c'était on a des aéronefs, on a un engagement, c'est de faire un référentiel commun. Et un jour, ils nous ont demandé, voilà, ouais, mais pour tel cas, ça serait bien que l'armée de mer ou l'armée de terre puisse faire son petit truc. Elle a un champ supplémentaire qu'il faudrait rajouter, tout ça, mais les autres ne le ont pas. Enfin bref, voilà. Et en fait, notre PO, enfin le fameux PO, a dit non mais vous vous souvenez de la vision, c'est ça. Je ne le ferai pas. Et c'est parti un petit peu en bagarre, ça a remonté dans les tours avec le M, avec le chef et les capitaines, et c'est monté jusqu'au colonel, et je sais même pas si c'est pas monté au-dessus. Et en fait, ils ont commencé à dire, ouais, non, mais oui, effectivement, il a raison. Enfin, la vision, c'est ça. Donc, ok, on va suivre votre PO, quoi, entre guillemets. Donc, alors, ça fait une bonne transition pour l'autre question. Donc là, il y avait un cadre quelque part, et c'était finalement on peut faire l'analogie entre cadre et contrat. Dans quel cas tu aurais pu... Alors, c'était remettre en cause le contrat. Donc, ouais, dans quel cas auriez-vous pu revenir sur les termes du contrat? Difficile. Très difficile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les marchés publics, en général, souvent, c'est un contrat qui est pas sur un an, c'est des contrats qui sont sur plusieurs années, type les UGAP et compagnie. Si ça existe encore, je sais plus, mais bref, en tout cas, c'est souvent des unités d'œuvre qu'on paye sur un certain nombre d'années. Donc, c'est très difficile de revenir sur ça parce qu'en plus, c'est une tierce personne entre guillemets qui fait l'intermédiaire. Et en plus, personne n'est content au final. Hein. Bon, après, je vais pas casser du sucre sur ces organismes-là et ce mode de fonctionnement, mais c'est très difficile de remettre en cause quand tu as effectivement un client, voilà, qui est en train d'utiliser le produit, qui est content, qui est satisfait, et une équipe qui veut le développer, et en même temps une tierce personne qui va te dire, voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est votre contrat, et de toute façon ça dure 3 ans, et dans 3 ans on le re-signe potentiellement ou pas. Donc c'est très difficile en fait de pouvoir faire changer. Donc on va pas se leurrer, hein. Au final, on essaie de mettre dans des grandes lignes, et puis on essaie de zigzaguer entre les deux et garder une espèce de liberté, de manœuvre. Donc nous, par exemple, typiquement, quand on faisait des fiches d'expression de besoin qui étaient tous les 3 mois pour dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va livrer à l'État français,
Globalement, on était tous d'accord, on mettait des grandes lignes, c'était assez fumeux. Et en fait, derrière, on arrivait à naviguer, à mettre finalement les features qu'ils voulaient bien et potentiellement enlever et retirer certaines qu'on n'avait pas forcément besoin. Donc, voilà. Donc là, le frein, il est surtout culturel. D'un point de vue opérationnel, un contrat, qu'est-ce que c'est? Finalement, un ensemble de règles écrites permettant de réguler la collaboration entre plusieurs parties. Et il existe un moyen de faire évoluer un contrat, c'est la notion d'avenant. Oui. Donc, en fait, le truc, c'est soit on est dans un contexte où culturellement, on sait qu'on peut parler avec les personnes, qu'il y a suffisamment de confiance pour savoir que le but, c'est pas de piéger l'autre personne, ainsi de suite. Et il y a toujours moyen, en réalité, de s'arranger. Pour prendre un cas que j'ai vécu dans une mission qui était plutôt liée au monde de la santé, où là, c'était un très gros client, un groupe pharmaceutique. Donc là, le chef de projet, chaque fois qu'il fait un point avec le client, il est avec une table, avec son interlocuteur, qui lui-même est entouré de son armée d'avocats. Donc c'est pas très rassurant à la base. Mais au final, il y a eu plein de choses qui ont pu être finalement changées parce que ça s'est fait sur une base de confiance où les choses étaient factuelles et Scrum est très fort là-dessus. La valeur de la transparence, c'est un pilier. Tout est transparent, tout est factuel, ce qui fait que lorsque l'on a besoin de quelque chose ou qu'il y a un rajustement à faire, on peut l'expliquer. Donc après, la culture va poser une limite. Et après tout, un contrat peut avoir des avenants. Ça se fait. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc le sondage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ROTI, Return on Time Invested. Voilà, c'est par rapport. Hein, là, vous nous avez consacré une grosse demi-heure. Est-ce que ça valait le coup ou pas pour vous, quoi? C'était ça. Et n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de commenter, mais s'il n'y a pas le cas, de toute façon, je connais Florian, il n'hésitera pas à avoir la démarche nécessaire pour recueillir des commentaires. On est très preneur de retour de votre part, parce qu'on a besoin de ça pour évoluer, apprendre et nous perfectionner. Donc, on a forcément besoin de vous pour continuer notre chemin dans le monde merveilleux du Chouari. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Si ça vient demain ou après-demain. Ben, merci à vous deux. Avec plaisir. Je pense qu'on va clôturer là le sondage. Je l'ai laissé pendant plusieurs minutes. Je pense que tout le monde a eu le temps d'y répondre. Sinon, je vais laisser encore le chat ouvert 1 minute environ. Et puis on vous dit à bientôt. On vous dit dans 2 semaines. Donc le prochain Agile Bento, c'est dans 2 semaines, donc le 1er juillet. On vous parlera on fera une petite mise au point, comme je l'ai dit tout à l'heure, du rôle du Scrum Master après presque 20 ans d'existence. Voilà. Ok. Eh ben, je vous remercie, puis on vous dit à plus tard, on espère. À plus tard. Merci. Bon appétit. Au revoir.